Nous allons reprendre donc ce qui était l'information de votre nuit en Europe hier soir, mercredi soir, en Caroline du Nord. Le lieu est important et n'est pas le fait du hasard. La Caroline du Nord, c'est un des États clés où va se jouer l'élection américaine. C'est un État qui en 2020 a été remporté de justesse par Donald Trump. On voit cette carte, donc qui a été remportée de justesse par Donald Trump. C'est un État qui, depuis Biden, a été identifié par les démocrates comme le plus probable à switcher, à devenir un État démocrate, parce que évolution de la population, regroupement autour de ce qu'on appelle le Triangle Research, donc les villes et les centres universitaires et les recherches et les compagnies, les startups de recherche universitaire, donc des gens qui sont diplômés, hautement diplômés, et qui donc ont tendance à voter pour le candidat démocrate, donc ici Kamala Harris, qui en plus appelle à la population noire américaine. Et donc aujourd'hui on considère que du côté du Parti démocrate, que c'est une cible atteignable. Et donc dans cet état clé, hier, Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, on s'en souvient, je vous expliquais qu'à l'époque on le surnommait Darth Vader, le vice-président de George W. Bush, Cheney, qui avait été visée par Donald Trump lorsque elle avait décidé de prendre, en tant que républicaine, de prendre la coprésidence du comité d'enquête sur le 6 janvier. Donald Trump en avait fait sa cible privilégiée, avec tout ce que ça accompagne de terrible, donc entre autres les menaces. Je me rappelle que lorsqu'elle avait fait campagne pour les primaires dans le Wyoming, primaire qu'elle a perdue parce que Donald Trump avait ordonné aux MAGA de la mettre dehors, pour traîtrise, d'une certaine manière, ça a été une campagne qui était extrêmement compliquée pour elle, parce qu'elle était sous menace en permanence, y compris menace de mort, et que donc elle ne pouvait pas annoncer en avance, par exemple, les lieux où elle allait faire des meetings pour des questions de sécurité. Il faut vraiment toujours insister, parce que j'ai vu les réactions hier quand j'ai posté cette information, de gens qui disent ouais mais bon c'est un petit peu normal après ce qu'elle a fait au niveau du 5 janvier, c'est pas vraiment une surprise qu'elle décide d'appeler à voter pour Kamala Harris. C'est pas forcément une surprise, mais c'est un acte extrêmement courageux, hein, qui en plus de ça, avec des conséquences pour elle à titre personnel et à titre professionnel. Elle a perdu son poste à la Chambre des représentants. Donc ça a été un problème, mais au-delà de ça, des conditions de sécurité. Elle était accompagnée hier, par exemple, lorsqu'elle est venue faire sa conférence, d'un garde du corps. Elle ne peut plus se déplacer sans protection parce qu'elle est visée par Donald Trump, qui dira qu'il n'a jamais appelé à agresser Liz Cheney ou Adam Kinzinger ou d'autres élus, mais sa rhétorique fait que certains de ses supporters sont prêts à passer, hein, Donald Trump leur a donné l'autorisation morale, et donc ils sont prêts à passer à ce genre de situation. Donc c'est extrêmement courageux, et c'est le pas suivant. On va comparer par exemple jusqu'à présent, peut-être changera d'avis, mais avec quelqu'un comme George W. Bush, ou comme Mike Pence. Mike Pence a expliqué qu'il ne soutiendrait pas Donald Trump, ce qui veut dire qu'il ne votera pas Donald Trump, mais il n'est pas allé jusqu'à dire « je vais voter pour Kamala Harris ». C'est ce qu'a fait hier Liz Cheney, c'est de dire non seulement je ne vais pas voter pour Donald Trump, mais je vais aller encore plus loin, je ne vais pas m'abstenir, je ne vais pas choisir un candidat d'un troisième parti, je ne vais pas écrire sur le bulletin de vote le nom de quelqu'un que je souhaiterais, je vais aller voter, je vais avoir un rôle actif pour empêcher Donald Trump d'aller à la présidence. Et ça,
C'est pas tous les républicains qui l'ont fait. Il y a eu Adam Kinzinger, qui lui aussi est un républicain, qui lui aussi a dû mettre fin à sa carrière politique face aux menaces de mort contre sa famille. On oublie, c'est pour ça que ça me rend fou lorsque on traite Donald Trump comme un candidat comme les autres sur les plateaux de télévision, y compris et surtout en France d'ailleurs, de faire comme si on était dans ces logiques-là en disant ouais mais bon, le programme de Kamala Harris, c'est quoi? Non mais attendez, ok, c'est important de savoir le programme de Kamala Harris, mais pourquoi vous ne demandez jamais la même question? C'est quoi le programme économique de Donald Trump? Et pourquoi vous nous racontez pas tout ce que moi je suis en train de vous raconter depuis des mois, qui est ce danger que représente Trump en termes de démocratie américaine et de violence et de la division d'un pays. D'accord? Et donc Adam Kinzinger, c'est pareil. Il a des enfants en bas âge, ils ont été menacés de mort. C'est quelqu'un qui a partagé les enregistrements audio qu'il recevait pour démontrer les insultes qu'il reçoit. Il y a d'autres républicains qui, ces dernières années, ont préféré arrêter la politique. Mitt Romney est un exemple aussi, qui explique que lui, il est d'un milieu extrêmement riche, donc il a les moyens d'assurer la protection, écoutez-moi ça, la protection pour ses domiciles, lui-même, sa femme, mais aussi sa famille, c'est-à-dire ses enfants qui sont des adultes, il est grand-père, qui ne vivent même pas avec lui, qui ne font pas de carrière politique, mais qui sont des cibles des fans de Donald Trump. Donc, ce qu'a fait hier Liz Cheney est extrêmement courageux, et ne laissez pas dire ces personnes qui viennent vous expliquer que ouais, finalement c'est tout à fait normal, il n'y a aucune surprise par rapport à ces déclarations. C'est extrêmement courageux. On ne peut pas être d'accord sur les votes de Liz Cheney, qui reste, comme elle l'a dit hier, une conservatrice, mais à chaque fois qu'un politique met l'intérêt national et prend ce courage-là et l'intérêt national au-dessus de son parti, il faut le saluer. Et donc c'est pour ça cette longue introduction. Et oui, je viens de voir passer sur un message sur le pouvoir et le rôle des femmes dans cette élection. Nous sommes 100% d'accord, c'est quelque chose que nous avons vécu ensemble en termes judiciaires. Il ne faut pas oublier que c'est la justice, la plupart du temps, on parle beaucoup de Jack Smith en ce moment, mais ça a été des procureurs, des femmes qui ont mené Donald Trump à des condamnations, ce que personne avant n'avait réussi à faire. Donc voilà, on va réécouter justement Liz Cheney du coup, donc hier, qui appelait à voter, et on va entendre la réaction de la foule. Elle est à l'université de Duke en Caroline du Nord, et donc elle explique que non seulement elle ne votera pas pour Donald Trump, mais qu'elle votera pour Kamala Harris. Because we are here in North Carolina, I think it is crucially important for people to recognize not only is what I just said about the danger that Trump poses something that should prevent people from voting for him, but I don't believe that we have the luxury of writing in candidates' names, particularly in swing states. And as a conservative, as someone who believes in and cares about the Constitution, I have thought deeply about this. And because of the danger that Donald Trump poses, not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris.
Voilà, donc ça, c'était hier, nouvelle extrêmement importante. On va voir, j'imagine que dans les jours prochains, il va y avoir une autre intervention de Liz Cheney, pourquoi pas quelque part au mois d'octobre. Par exemple, lorsque les derniers électeurs se décident à aller voter, de faire un meeting de campagne avec Kamala Harris, c'est important de donner cette permission, entre guillemets, aux électeurs républicains qui sont déçus, hein, ceux qui ont voté par exemple pour Nikki Haley lors des primaires, qui sont déçus et qui ne souhaitent plus voter pour Donald Trump, mais qui restent des républicains et qui sont avant tout des défenseurs de la Constitution, de leur dire ok, vous pouvez voter. Donc voilà, donc ça c'était Liz Cheney. On va parler maintenant d'un autre républicain. Je vous parle souvent d'Adam Kinzinger, mais je voudrais vous parler d'un autre républicain qui est allé publiquement appelé à voter Kamala Harris. Il est même allé encore plus loin. Il a décidé de quitter le parti républicain pour devenir démocrate, de rentrer publiquement dans ce débat. C'est un militaire, donc il s'est exprimé, il a précisé, parce qu'il y a des règles extrêmement précises, d'ailleurs par exemple de ne pas intervenir en uniforme, même si les photos, celles qu'on va vous montrer, on le voit en uniforme. Il a commencé en expliquant qu'il interagissait en termes de citoyens, et donc lorsqu'on va voir, c'est Jim McCain, c'est le fils de John McCain. John McCain, la famille McCain, qu'il faut que vous compreniez, c'est une famille militaire historique aux États-Unis. Il n'a pas été simplement un sénateur de l'Arizona, John McCain, il n'a pas été simplement, c'est déjà ça, un candidat à l'élection présidentielle, ça a été un militaire. Son père avant lui était un militaire. John McCain a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam. Il a été torturé en prison au Vietnam avant d'être libéré. Et donc nous sommes à la 3e ou 4e génération chez les McCain de militaires de carrière dans des grades extrêmement élevés. Et donc en début de semaine, suite entre autres à la polémique de Arlington, Jim McCain, un des deux fils de John McCain, a annoncé que non seulement il allait voter pour Kamala Harris et Tim Walz, mais qu'il ne se reconnaissait plus dans ce parti politique, dans ce qu'était le parti républicain, et il avait décidé donc de s'inscrire alors qu'il était... C'était une sortie qu'il préparait depuis un moment. Il était ces derniers temps sur les listes électorales, il était inscrit comme indépendant. Il a fait le pas pour cette élection de devenir démocrate et d'en parler publiquement. On va voir, par exemple, pour vous montrer cette famille militaire, lors de l'enterrement. Voilà, donc c'est un cliché. Lors de l'enterrement de John McCain, donc c'est sa veuve, et elle est entourée par ses deux fils. Les deux sont des militaires de carrière. Et c'est important, enfin, de ce sujet, souvent on me demande des chiffres, où se trouve aujourd'hui le vote militaire par rapport à Donald Trump ou Kamala Harris, et il y a un sondage extrêmement important, 1700 anciens militaires, familles de militaires et militaires actifs qui viennent d'être interrogés. On verra ça en fin de cette séquence. Et donc on va commencer par écouter Jim McCain qui justifiait, qui donnait son choix. So, I mean, this has been, as you note, Donald Trump has said a lot of things that have offended people in the veterans community. It may have started, actually, when he said that your dad wasn't a war hero because he was captured. That was back in 2015. And then there are all the other things that he has said and done, including what his former Marine General and Chief of Staff John Kelly said, that he said behind closed doors, and suckers, losers, etc. You were a political independent for years, and you just recently registered
as a Democrat. Why the switch, and how much of you moving not into the Republican Party, but starting as an independent and now moving to the Democratic Party, how much of that is because of Trump and his effect on the Republican Party and his attitude towards veterans? I mean, to begin, you know, what Trump said about my father is, you know, irrehensible. I mean, it's, I've never forgotten it. And, you know, to remind everyone, you know, John McCain was my father as well. And, you know, he was the guy I went to when I skinned my knee, you know. So to hear those things said about him, I can never forgive. You know, the one thing about John McCain is that he cared about his country and he lived his life that way. So as we moved on, and I was gone for a year, so I didn't have a chance to change. But as soon as I was back, I see, you know, I care about my family. I care about equal rights of everyone in this country. I care about all this. And, you know, as much as I stayed as an independent, I decided that, you know, it was time to move on and do what I believe in. You know, the fact of the matter that he said it constantly is country first. You have to think about your country first. However that is, care about your country. Care about how making it better, not being divided. Voilà, c'est encore une fois la mise en avant de ce thème de il faut d'abord se mettre le pays en premier avant le parti. Et donc il explique ce changement. Évidemment, il revient sur les attaques de Donald Trump contre son père en disant que de toute façon c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais pardonner, mais que sa décision aujourd'hui est encore d'aller, il y a cette volonté d'aller plus loin parce que en gros c'est la continuation de ce qu'il a fait pendant des années et qu'il continue de faire en servant son pays sous les drapeaux, en disant que que lorsqu'il est en uniforme, il sert les États-Unis et qu'il place son pays en premier et que donc il veut faire pareil aujourd'hui. L'entrée en campagne de Jim McCain, on va le voir dans quelques secondes, aura une importance en Arizona. En Arizona, État clé, où ce qu'on appelle les républicains McCain sont encore suffisamment importants pour faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre. On l'a vu en 2020 avec la victoire de Joe Biden, alors que Trump était persuadé qu'il allait gagner l'Arizona. Et donc l'entrée en campagne de Jim McCain qui explique, non voilà, le pays en premier, je suis le fils d'un républicain qui est allé jusqu'à tenter de devenir président, mais aujourd'hui Donald Trump n'est pas républicain. Donald Trump ne représente plus le parti républicain. Les gens de bon sens sont du côté démocrate. On va écouter un deuxième extrait plus court de John McCain, justement, où on lui parle de l'Arizona, de ce parti divisé. Il faut savoir que ce qui se passe en Arizona est complètement fou, entre branches extrémistes. On a des vidéos enregistrées plus ou moins clandestinement de réunions du parti républicain entre MAGA, ultra MAGA, ultra MAGA, où ces gens-là vont se battre, ils vont en venir jusqu'au point tellement qu'ils n'arrivent plus à s'entendre. Et donc il explique pourquoi le choix du bon sens pour lui, c'est Kamala Harris et Tim Walz. I mean, I think the Arizona Republican Party is trying to express what they believe is the best. I mean, they did censor my mother and my entire family out of it. So, you know, they're choosing the path that they want to go. But I think one of the main points of switching over and coming over has been, you know, like I said, I feel that Kamala Harris and Tim Walz embody a group of people that will help make this country better, that will take us forward. And that's really what matters at the end of the day is, you know, voting with your heart, voting how you feel going forward. And that's how I feel. Donc voilà,
votez avec votre cœur, votez pour ce qui est bien, et donc de ne pas voter en termes de partis politiques ici, et donc d'aller voter pour le ticket qui représente la meilleure chose pour le pays, pour les États-Unis. Tout ça, vraiment, c'est important, c'est ce processus de permission qu'on a vu commencer à être construit pendant la convention démocrate, où de nombreux républicains, comme vous le disiez Cody hier, élus ou simples citoyens qui venaient expliquer pourquoi ils ne voteraient pas républicain cette fois-ci, sans qu'ils renoncent, là Jim McCain est devenu démocrate, mais sans qu'ils renoncent à leur identité de républicains, mais parce que simplement c'est un acte de résistance, c'est un acte pour sauver les États-Unis. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, à mesure qu'on va s'approcher du scrutin dans les États clés, comme l'Arizona, comme le Nevada, comme la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord, on va voir de plus en plus de publicité de républicains repentis, si vous voulez, en tout cas de républicains qui annoncent qu'ils ont voté pour Trump en 2016, ils ont voté pour Trump en 2020, mais que cette année, ils voteront pour Kamala Harris, et que c'est dans cette partie-là que Kamala Harris souhaite construire une coalition qui vienne lui permettre d'augmenter son écart, on va voir ça tout à l'heure, avec Donald Trump, pour lui permettre de gagner dans les États clés. Ça va être une phase importante. Évidemment, une des raisons de motivation de la déclaration de Jim McCain, sa décision d'aller public, de passer sur CNN, de faire des interviews, a été liée au scandale de Arlington. Et donc, on va en parler dans quelques secondes, et je vais vous montrer non seulement les effets en termes de sondage sur les anciens combattants, leurs familles et surtout les militaires actifs, et du coup aussi pour le coup les dernières excuses pitoyables, parce que l'affaire n'est pas terminée. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le Congrès est de retour, et que les démocrates ont convoqué la ministre de la Justice et demandé la sortie du rapport de l'incident de Arlington. Je vous raconte tout ça dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour pour ce récap de la chute. 5 septembre, 5 novembre, nous y arrivons. Avant de reprendre, je voudrais rapidement remercier pour leur soutien Michel, qui est addict à l'émission. J'espère que c'est pas trop grave, mais bon, non, en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver émission après émission. Pareil pour Nathalie, hein, qui est une fidèle depuis 4 ans. En plus, voilà, on fait du bien depuis 4 ans. Formidable, merci beaucoup. Merci à JF, qui est devenu Jean-François, j'imagine, qui est devenu un membre des teams Les Chutistes, et qui donc peut désormais utiliser tous nos emojis. On en a plein d'autres qui arrivent. Vous allez vous régaler à mesure que la campagne avance. Vous verrez ça. Arlington, donc. Pour celles et ceux qui ont raté cette histoire-là, elle débute lundi, pas ce lundi-là, mais lundi avant, il y a 12 jours, lorsque Donald Trump est invité par une famille de soldats décédés lors de l'évacuation de Kaboul il y a 3 ans, et il est invité pour une cérémonie privée, mais cette cérémonie privée prend un tour très public parce que c'est transformé en événement de campagne, et au-delà de la cérémonie prévue, il y en a 3000 par an, où il y a ce dépôt d'une gerbe,
d'une couronne exactement, Donald Trump fait une série de photos sur les tombes de certains de ces soldats décédés, le sourire aux lèvres et pouce en l'air. Ces photographies et cette séquence est utilisée dans ces photographies choquent l'opinion publique américaine. Le tout est utilisé par la campagne Trump contre les règles fédérales, d'où cette commission d'enquête qui va se réunir dans les prochains jours à la Chambre des représentants. Donald Trump ne respecte pas la loi fédérale et utilise ces images-là pour des spots publicitaires, ce qui est interdit. À partir de là, à mesure que l'affaire est devenue un scandale national, il a fallu attendre quelques jours, on vous en avait parlé dès le début. Ce week-end, les médias français ont fait des articles sur le sujet, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on est passé d'une affaire à une amplitude beaucoup plus grave. Du côté de Donald Trump, on a tenté de multiplier les excuses, de donner des fausses raisons, d'indiquer que tout cela était un piège tendu par Kamala Harris et Joe Biden, alors que c'était le contraire qui était en train de se passer, et puis d'essayer de diminuer quelque chose qui s'est passé, c'est que lorsque justement il y a eu ces photos dans ce qu'on appelle la section 60 du cimetière de Arlington, une employée militaire, c'est un cimetière militaire, c'est le plus grand cimetière militaire des États-Unis, il y a 400 000 soldats qui sont enterrés là. Lorsque une militaire faisant son travail a tenté d'interdire, de demander à la campagne Trump de ne pas aller faire ses photos dans ce carré où reposent des militaires récemment décédés, dont certains la tombent juste à côté des militaires qui se sont suicidés après leur service en Afghanistan ou en Irak. Cette employée a été poussée et a été injuriée et insultée et a été physiquement donc poussée par les membres de la campagne pour permettre à Donald Trump d'avancer et Donald Trump de faire ses photos et son équipe de filmer tout ça pour utiliser la chose comme un film de campagne pour montrer que lui était le candidat des militaires. Ça, c'est le contexte. Et donc, depuis quelques jours, Donald Trump et ses alliés, on parle ici de Fox News, essayent de trouver des excuses. Et donc, je vais vous montrer deux extraits, on va les voir en décalé, de Fox News. Donc, il faut comprendre toujours que dans les scandales politiques, il y a une évolution de l'excuse en attendant qu'une accroche. Et le problème de Donald Trump sur ce sujet-là, c'est que pendant toute cette semaine, les excuses de Donald Trump n'ont jamais accroché. Et on est arrivé au point où ça a été de dire ce n'était pas un incident. Ce n'était pas un incident. Il ne s'est quasiment rien passé. L'armée a sorti un rapport officiel, communiqué de presse officiel pour expliquer que oui, il y avait eu un incident. Oui, la campagne de Trump avait bousculé cet employé du cimetière de Arlington pour pouvoir faire cette conférence de presse, pour revenir cette semaine en se disant bah tiens, c'était il y a une semaine déjà, les Américains ont oublié, ils ne se souviennent pas des délais, pour dire que non, en fait, il n'y a pas eu de problème. On va écouter Fox News. Il n'y a jamais eu d'altercation et en fait, le problème, c'était pas la campagne, mais c'est cet employé qui a eu une sorte d'épisode mental, une sorte de crise, où c'est elle qui a fait un drame alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire. C'est ignoble, et comme c'est ignoble, comme d'habitude, c'est du Jesse Waters. Well, wherever Donald Trump goes, he's being filmed. Just like wherever Biden goes, there's film crews there. Just like McCain was filmed there, just like other politicians, you've seen those things used in campaign ads. Now, in terms of the incident, there was no incident. From what I understand, a woman had a mental issue. And I don't know if it was TDS or it was something else, but it was handled and it was minor. And that was it.
This is because MSNBC went buck wild because they have nothing else to cover. Because everything Trump does, they have to make a scandal. Donc voilà, il n'y avait pas d'incident. Évidemment, cette déclaration de Jesse Watters, et c'est le travail récent que fait Fox News, c'est que le matin, la campagne Trump fournit des éléments de langage qui sont envoyés sous forme de mémos à plein de médias et qui sont repris toute la journée par les influenceurs et les chaînes de télévision. Donc là, on arrive en fin de journée et donc Jesse Watters reprend ces éléments de langage en disant non mais en fait il n'y a pas eu d'incident, et on va voir que une semaine après que tout cela soit passé, que tout était confirmé par l'armée elle-même, on va voir que Donald Trump de son côté, voilà, il fait du révisionnisme, donc il se met à réécrire en disant voilà non en fait il n'y a jamais eu de fighting, il n'y a jamais eu de conflit, il n'y a jamais rien eu ce qui s'est passé, ça a été inventé à 100%, it was a made-up story par la camarade de Kamala et son équipe de désinformation. Donc c'est devenu la position de Donald Trump, c'est la dernière position de Donald Trump, et vous allez voir, ça va encore pire. Ça va encore pire parce que la semaine dernière, ce que nous avons appris, c'est que la militaire en question, qui a été bousculée par la campagne Donald Trump, et ça rejoint mon introduction à ce sujet-là, si elle n'a pas lancé de poursuite contre Donald Trump, je vous rappelle que c'est une juridiction militaire, donc le cimetière et l'armée ne peuvent pas porter plainte. C'est au département de la justice de s'emparer du cas, c'est ce que demandent aujourd'hui des sénateurs et des élus de la Chambre des représentants, ou alors c'est à la personne qui a été bousculée de décider de porter plainte, press charges. Et si elle ne l'a pas fait, et encore une fois, ce n'est pas une information de la presse, c'est écrit noir sur blanc par le cimetière de Arlington, c'est qu'elle a refusé de porter plainte de peur de payer les conséquences sous forme de menaces de la part des supporters de Donald Trump, qu'elle préférait rester anonyme. Est-ce qu'elle va rester anonyme dans les prochains jours lorsque ce rapport d'incident va certainement arriver au Congrès? On verra. Mais en tout cas, sa volonté au départ, c'est de dire, et c'est terrible là aussi, pour vous montrer dans quel univers on vit, de dire « je ne préfère rien dire, je ne préfère pas porter plainte » parce que ces gens-là, les supporters de Donald Trump, vont tenter de me faire payer de le fait que je me dresse sur le chemin de Donald Trump. On en revient sur le courage tout à l'heure de Liz Cheney ou de Jim McCain. Et on va voir, alors que l'on sait tout ça, d'accord, comment avant-hier, sur Fox News, encore une fois, une alliée de Donald Trump transforme la chose en disant, de toute manière, si tout ça était vrai, il y aurait une plainte. Et s'il n'y a pas une plainte, fermez-la. Arrêtez. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'histoire. C'est une ancienne juge, déjà, qui sait parfaitement, parce que ça s'est passé 4 jours plus tôt, elle sait parfaitement les raisons pour lesquelles il n'y a pas de plainte. On va écouter tout de suite. And in the end, you know, this so-called, you know, apparent altercation that took place at Arlington National Cemetery that Kamala's trying to twist into, you know, Donald Trump's team, he caused a real problem. You know what? If there was an altercation, get yourself an affidavit that's sworn to, file yourself some criminal charges, or shut the F up, because the families want you to shut the F up, and they're... Donc voilà, donc nous sommes dans une opération ignoble de propagande où sur Fox News, une semaine après les événements, 4 jours après la communication officielle de la confirmation de cet incident, on dit que
il n'y a jamais eu rien eu d'incident, et que 2, s'il y avait un incident, il y aurait eu une plainte, alors que l'on sait qu'il n'y a pas de plainte de peur de se faire casser la tête par des supporters de Donald Trump. C'était une petite parenthèse sur Arlington. Évidemment, on va suivre ce qui va se passer dans les jours suivants. Je voudrais qu'on revienne sur l'effet de la déclaration du fils de John McCain. Je vais vous montrer, souvent je vous parle de la manière, de l'importance de la presse régionale dans cette élection, surtout dans les États clés. Et donc au lendemain de la déclaration de John McCain, du fils de John McCain, c'est le Arizona Republic, donc le plus grand quotidien d'Arizona, État clé, et la une, c'est ce matin même, la une, parce qu'il a fait une interview, la une ce matin du Arizona Republic, c'est le fait que John McCain, le fils de John McCain, a décidé d'apporter son soutien à Harris contre Donald Trump. Et dans un État extrêmement serré, ça a énormément de poids, cette une-là, qui fait que du coup, les informations régionales parlent de cette une-là et donc parlent de ce soutien. Attacher le nom de McCain au ticket Harris-Walz, c'est ce qui pourra faire la différence peut-être en Arizona où on s'attend encore une fois à une élection extrêmement serrée. Tout ça grâce au courage donc de Jim McCain. On s'en souviendra le 5 novembre, on en reparlera le 5 novembre. Et donc voilà, comme je vous l'avais promis, on a quelques chiffres. Il y a une association d'anciens combattants, d'anciens militaires, des vets, qui a fait une étude assez importante à la fois sur la question de pour qui allez-vous voter et pour définir la manière dont l'armée les militaires voient Donald Trump lorsque on leur donne des définitions, on leur pose des questions. Et si Donald Trump était avec vous, et donc on leur demande dans une situation de combat, situation la plus critique pour un militaire, comment vous voyez tout ça? Un peu plus de 1700 répondants, donc ce sont des vétérans, des militaires actifs et des familles de vétérans, uniquement, d'accord? 1703 au total. Et donc quand on leur dit... est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'idée que Donald Trump est intéressé que par lui-même? Majorité aujourd'hui des militaires, oui, 55%. Que c'est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait pas grand-chose, oui, 54%. Que c'est quelqu'un qui craque sous la pression, là on est dans l'égalité, 49-51, un avantage donc au non. Sur le fait que, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que Donald Trump a my back, c'est-à-dire Donald Trump a mes intérêts en tête? Ben là, on se rend compte qu'une majorité ne le pense pas. Donc, on revient à la première question. Que Donald Trump serait un bon membre d'une équipe, 57% des militaires considèrent que ce n'est pas le cas, et que c'est quelqu'un qui mériterait la Medal of Valor, c'est-à-dire une médaille militaire pour courage au combat. 66% des familles militaires vétérans et militaires actifs considèrent que Donald Trump ne pourrait jamais qualifier dans ce style de message. Et donc, lorsque l'on voit, lorsqu'on ramène ça en termes de chiffres, ça veut dire quoi par rapport à cette élection? Lorsqu'ils ont interrogé les vétérans seulement, Donald Trump a un avantage toujours chez les anciens combattants. La question a été posée avant Arlington, d'accord, où il a un avantage 51-41 contre Kamala Harris, uniquement chez les anciens combattants. Il avait un avantage de plus de 25 points, en 2016. Donc on voit que là aussi, il a commencé à perdre des voix. Chez les familles, maintenant, ils sont allés demander aux familles des militaires, celles et ceux qui restent et qui gèrent le quotidien de l'armée, de vivre lorsque quelqu'un est déployé à l'étranger, et puis aussi malheureusement les conséquences.
Et là, on se rend compte que 47% des familles militaires sont prêtes à voter pour Donald Trump et 45% pour Kamala Harris. C'est extrêmement serré, c'est dans la marge d'erreur. Et là encore une fois, Donald Trump en 2016 et en 2020 avait un avantage considérable sur Joe Biden et Kamala Harris, et là ça s'est extrêmement resserré. Et quand on va voir sur les militaires aujourd'hui, celles et ceux qui sont en uniforme, tout ça, hein, les chiffres ont été faits avant Arlington, lorsque l'on interroge ces militaires-là, militaires actifs, 49% sont prêts à voter pour Donald Trump, 44% pour Kamala Harris. Pour que vous compreniez bien, en 2016, Donald Trump avait 20 points d'avance sur Hillary Clinton. 20 points d'avance. Aujourd'hui, on en est à plus 5. Donc on voit que catégorie par catégorie, plus sur ces questions clés, Donald Trump est en baisse chez les militaires. Et c'est important parce que dans d'autres détails de cette enquête, on apprend en conclusion de l'enquête que l'armée lui a permis, les militaires lui ont permis, les anciens, et entre autres les anciens militaires, les vétérans, lui ont permis de gagner en 2016. Que sans eux, il n'aurait pas réussi à gagner en 2016. Et donc, même s'il est toujours en avance, le fait qu'il a désormais perdu une partie de cet électorat qui lui était largement favorable, c'est une très mauvaise nouvelle pour Donald Trump. Évidemment, on va suivre tout ça dans les jours et les semaines qui arrivent avec cette demande de remise du rapport d'incident au Congrès. On en parlera lorsqu'on aura un peu plus d'informations. Voilà, allez, on fait une pause et on se retrouve avec notre deuxième sujet. On va explorer ce qui a rendu fou hier, fou de joie, de bonheur, le clan MAGA, y compris francophone, les accusations contre Tim Walz. A tout de suite.